Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Juste Milieu. Aujourd'hui, voilà, jour de lancement des JO. Alors, quelle meilleure personne que notre invité du jour pour en parler? J'ai nommé Romain Molina. Avant toute forme de discussion, cher Romain, comment vas-tu? Merci beaucoup pour l'invitation, Rémi. Et toi? Avec plaisir, ça va pour l'instant. La cérémonie d'ouverture est dans quelques heures. Alors, on fait semblant parce qu'on enregistre ça quelques jours plus tôt, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est le jeu d'acteur qui fait la différence. Et donc, on te reçoit aujourd'hui évidemment pour ton nouveau livre, le livre noir des Jeux Olympiques, évidemment d'actualité. C'est chez Exuvie Édition, que je n'écorche pas le nom. Et aujourd'hui, évidemment, on va parler de tout ça avec toi, tous ces sujets, tous ces grands sujets liés aux Jeux Olympiques. Alors, voilà, avant tout, tiens, quelques contextes sur ce livre, au-delà effectivement de l'aspect calendrier avec l'approche des JO. Qu'est-ce qui t'a donné envie de consacrer voilà, ton temps et consacrer toutes ces enquêtes sur ce livre noir des Jeux Olympiques? Bon, en fait, c'est en octobre-novembre dernier. Je reçois un message de Jens Van Reich, qui est un journaliste allemand, qui est un peu l'un des pontes du journalisme olympique. Ça fait 30 ans qu'il est dans le milieu. Il est né en ex-Allemagne de l'Est. Il a fait énormément d'enquêtes. Enfin, il est très respecté au niveau international. Et en fait, il crée une plateforme qui s'appelle Inquisitor, qui est dédiée, on va dire, aux journalistes d'investigation olympiques. Parce que souvent, quand on a des enquêtes dans le milieu sportif, ça concerne principalement le football. C'est pour ça que le principe de la FIFA est plus connu que celui du Comité international olympique. Et en fait, il m'a demandé d'en être l'un des cofondateurs. Donc, j'ai accepté. Et à partir de là, je suis rentré en contact avec des Lars Jorgensen, des Craig Lord. En fait, ce sont des gens, ça fait 20-30 ans, qui sont au milieu de la natation, du biathlon, du ski alpin, du dopage, de l'escrime, de la lutte, enfin, toutes ces disciplines, le pentathlon, qui en fait sont les disciplines dites olympiques et du CIO. Et donc, j'ai réellement compris le principe à force de leur parler, à force, tu vois, de voir comment ça se passait, parce que c'est un principe qui est complètement différent. Le CIO a un petit côté limite sectaire, alors que la FIFA a un minimum de démocratie. Alors, on met des guillemets, mais quand même, une fédération d'un pays a un vote. C'est-à-dire que Aruba, Haïti, le Laos ou la France, bah, ils ont tous un vote chacun. Le CO, c'est pas ça du tout. C'est 105 membres cooptés les uns les autres, dont tu retrouves la princesse du Liechtenstein, l'émir du Qatar, une proche de Paul Kagame, le président rwandais, des anciens oligarques, des anciens sportifs. Ils sont 105, des fois plusieurs personnes d'un même pays. Donc, t'as pas une représentation de tous les pays du monde. Bien loin de là. Et en fait, tu n'as aucune transparence. Tu sais pas comment ils sont élus. Je te dis, on se coopte les uns les autres. Donc il y a un côté très société secrète, on va dire presque. Je rappelle qu'ils ont pas fait ça faisait 3 ans, je crois qu'ils n'avaient pas fait de conférence de presse. Et encore, ils limitent pour les médias. Enfin, c'est un contrôle. C'est pas Big Brother is watching you, c'est Big CEO is watching you. Donc si tu veux, je trouvais ça intéressant. Et vu que j'avais commencé en fait à faire des investigations depuis un moment sur les fédérations sportives françaises, donc j'ai fait escrime, le kickboxing, j'étais sur la lutte, je voyais un peu ce qui se passait au taekwondo, au karaté, le pentathlon aussi. Ce pentathlon, je te la donne parce qu'elle est marrante. En février, ils ont annoncé qu'il y a eu 600 000 euros qui a disparu d'un compte parce qu'ils ont été hackés. Déjà, je savais pas qu'ils avaient autant dans les caisses. Oui, c'était chose. Ça fait beaucoup quand même. Ils sont même pas 2000 licenciés, le pentathlon. Alors, c'est vrai que t'as les athlètes de haut niveau, je comprends. Mais un hack à 600 000 euros, j'avais jamais entendu ça. Surtout que toutes les fédérations olympiques ont une assurance. Et en fait, personne n'a jamais su. En fait, c'est l'équipe qui fait une brève là-dessus. Donc le président il parle de la Fédé et personne derrière, on a éteint le dossier. Et en fait, il y en a au niveau international, ils m'ont dit c'est comme ça. et je me suis dit ça c'est quand même des histoires assez intéressantes. Donc en fait, c'était mon idée parce que je savais qu'Emmanuel Macron avait demandé, le régime présidentiel avait demandé de fermer le couvercle sur les affres des fédérations sportives en France pour les JO. Et je me suis dit tu vois, c'est l'un des angles qu'on ne va pas voir de Paris 2024. C'est le fait que, en fait, le couvercle est littéralement en train d'imploser. Et le sport français va très très mal. Et quelque part, c'était mon idée. Donc, en fait, c'était à la fois de mêler ce qu'est le mouvement olympique et les valeurs dites olympiques, parce qu'en fait, c'est des termes que tous les politiciens emploient, mais je pense que les gens en France n'ont aucune idée de ce qu'est le CIO et tout. C'est-à-dire que de rappeler pour quelle personne la France s'est mise à genoux. Et de l'autre côté, montrer qu'aussi, en France, on a une volonté de tout contrôler dans le milieu du sport et de couvrir potentiellement des méfaits, voire des crimes.
Alors, c'est vrai qu'on va parler de beaucoup de choses avec toi, hein, cher Romain, aujourd'hui, beaucoup de volets, le volet financier sur la cérémonie d'ouverture, on va parler de cette modification de la loi française liée au JO, mais d'abord, pour continuer un petit peu l'introduction, on te suit depuis le début, quasiment, avec tes précédents ouvrages sur le monde du football. La dernière fois qu'on te recevait, c'était sur le Yémen, ton enquête que tu as coécrite autour du Yémen, et aujourd'hui, avec le CIO, tu nous emmènes dans une autre galaxie où, on peut le dire, tous les coups sont permis. C'est ce que t'expliques rapidement enfin, au début du livre. Effectivement, tout ça, le CIO peut exister à l'ombre de la FIFA, où les tirs sont beaucoup plus concentrés. On parle du foot, mais tu nous ouvres les portes du CIO, on découvre un truc. Enfin, c'est Game of Thrones, quoi. C'est assez extraordinaire. Et quand je dis tous les coups sont permis, je voulais t'entendre sur le cas de ce Mike Lee. Alors, j'ai découvert en lisant le livre le monsieur sale coup de Londres, comme tu le surnommes. C'est une histoire mais complètement dingue et qui prouve que effectivement le COJOP français, enfin en tout cas l'organisation française de Paris 2024 est loin d'avoir les mains propres, j'ai l'impression. Rien que là-dessus. Ce qui est marrant, c'est que Mike Lee, alors qui est décédé, donc il y a quelques années, en fait c'était Delanoë qui lui avait donné ce surnom-là. Delanoë qui l'appelait Monsieur Salcou, parce qu'il faut quand même donner une qualité à Delanoë. Delanoë avait refusé à l'époque, dans la candidature de Paris 2012, de jouer, on va dire, de manière sombre ou trouble. Alors peut-être que ça avait coûté, mais quelque part, je trouve qu'il y a une certaine droiture à ce niveau-là de Delanoë. On peut pas lui reprocher. Bon, ça empêche pas les erreurs énormes de donner 6 millions d'euros pour Luc Besson pour qu'il fasse un film promotionnel à la fin catastrophique. Bref, 6 millions d'euros quand même, le petit film de 30 minutes. Hein. Avec Luc, ça rigole pas. Hein. Pour faire des poncifs de Paris avec Johnny qui mange, je m'en rappelle plus s'il mange un café, s'il mange un croissant et boit un café en dessous de la Tour Eiffel. Enfin, c'était un truc vraiment ridicule qui a coûté 6 millions d'euros. Merci Luc. Et en fait, les Anglais, à la fin, c'est vrai, il y a toujours eu cette légende de dire qu'ils avaient plus ou moins acheté, personne l'a dit, mais en gros 2012, ce qui est pas faux. La France avait identifié ensuite 4 traîtres, comme je les appelle. C'est un peu une petite histoire d'espionnage avec Blair et tout. Et en fait, au milieu, tu as ce monsieur Mike Lee et sa compagnie, en fait, qui fait du lobbying considéré très agressif et qui sont prêts à tout. Et sauf qu'à l'époque, faut imaginer qu'on est en 2005 quand le vote se fait. Donc Internet existe, oui, mais t'as pas les réseaux comme aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a 19 ans quand même. Hein. C'est une autre époque. Et eux, en fait, ils étaient ultra agressifs et intensifs. En fait, ce que tu vois aujourd'hui, fait par des campagnes de relations publiques, des boîtes d'intelligence économique, et ben en fait, les Anglais le faisaient il y a 20 ans quasiment. Et donc, les Français fustigent les méthodes anglaises. Et puis, pour Paris 2024, évidemment, on les a tous engagés. Donc, c'est ça qui est quand même très ironique. C'est qu'on a dit, mais il faut retrouver les déclats, ce que je mets, mais tous. Mais c'est honteux. Ils ont joué en dehors de la ligne rouge, etc. Donc, en fait, t'as l'impression qu'on entendait pique pendre de Delanoë et des autres, d'Algo, tout le monde. Et puis, au moment opportun, c'est-à-dire que pour Paris 2024, on s'est dit, bon, on va les prendre. Et on les a pris et payés à prix d'or. Donc, je trouve, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce qui est assez marrant, c'est que quand Trump a été élu, il avait fait quelques déclarations liées à la migration et tout ça. Et en fait, les Paris 2024 utilisait cette société britannique, Vero, je crois qu'elle s'appelait. Et en fait, ils ont fait publier à travers différents médias au niveau international pour fustiger Trump et pour fustiger la candidature de Los Angeles. Donc, c'est-à-dire que nous autres, Français, pour les Jeux Olympiques, à travers cette boîte-là, on essaie de faire de la déstabilisation de la campagne états-unienne en se servant de l'élection de Trump. Je trouve ça très drôle. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'ils avaient fait à l'époque sur la France et sur Madrid. Et après, nous, on a fait pareil, quoi. Mais tu t'inquiètes pas, les Américains, on faisait pareil si Marine Le Pen était élue à l'époque en 2017. Donc, en fait, c'est là, comme tu le dis, tous les coups sont permis, il y a absolument aucun problème. C'est fou parce que on a cette impression, en tout cas en lisant le livre, je me suis régalé, je le dis en toute subjectivité, parce qu'il y a un côté presque polar où on rentre dans un monde où les règles ne sont plus les mêmes. On a l'impression que la tête du système qu'est le CIO est un système purement monarchique. Hein, tu parles de roi soleil et tout ça en fait ruisselle et vient un peu contaminer les fédérations nationales et tout ça. Et on arrive sur des comportements dingues. Hein. Tu rappelles le déplacement de tout le comité. Paris 2024 n'était pas encore officiel. Ça, on n'avait pas été choisi, mais à Lima, voilà, au Pérou, et un budget, je crois que c'est 6 millions d'euros, quelque chose comme ça, l'enveloppe à la fin. Je crois qu'ils font 1,5 million déjà, et ils ont justifié en disant ouais, mais on a dû y aller aussi 2 fois en avance pour un vote qui n'avait même pas lieu. Parce qu'en fait, Paris 2024 était tout seul, donc c'était sûr qu'ils allaient gagner. Il n'y avait pas de suspense. Mais ils ont justifié ça en disant oui, il faut les récompenser. Alors que tu ramènes les partenaires financiers, je suis d'accord. Ils t'ont soutenu, le privé, je suis d'accord. Mais les présidents de fédération qui n'ont rien à voir, bah oui, tu comprends, c'est la famille. Donc on avait affrété un Boeing spécial, le plus grand hôtel du Pérou, le plus grand resto du Pérou. Et ça a coûté plus d'1,5 million, je crois. Et
Tu te dis, c'est la démesure absolue. Et le pire, c'est qu'Estanguet et les autres ont justifié ça, quoi. Genre, c'est normal. C'est normal. Et c'est comme quand le CO vient en France, hein, c'est le tapis rouge, c'est les grands restaurants étoilés, c'est on leur donne du Monsieur le Président à toutes les sauces, et l'argent que ça coûte. Je crois que c'était pour Annecy, pour la fameuse candidature avortée d'Annecy 2018, où ça aussi on pourrait revenir avec le frère de Becbédé, qui revient pour prendre le truc, c'est un truc lunaire, qui a coûté 30 millions, mais il y a quand même eu un peu de financement privé. Je crois que c'est là les 6 millions. Ah. Les fameux 6 millions du CEO qui arrivent et en gros, les réceptions données au CO coûtaient 6 millions d'euros, quoi. Ils ont fait quoi avec cet argent? Je sais pas, c'est vraiment ça, je te dis, c'est le roi soleil qui arrive avec sa cour et t'as les États, dont la France, qui, ok. Et qu'il faut, en fait, nous sommes des courtisans. Et nous courtisons le CEO. Et les autres font pareil. Et donc, t'as à côté le CEO, comme tu dis, qui s'affranchit de toutes les règles. C'est-à-dire, ils vont n'importe où, on leur déroule le tapis rouge. Bon, on va pas se prévenir. Et sur l'histoire du Pérou, je le dis parce que t'as réussi à me faire rire dans le bus comme un imbécile, avec quand même la justification d'Estanguet, mais qu'il faudrait encadrer, où il explique, alors oui, l'enveloppe c'est cher, mais on avait pris les billets d'avion à l'avance. Ouais, c'est ouais. Excusez-nous, Tony, bravo. Ils ont affrété un Boeing, ils sont venus à plusieurs centaines pour un vote qui n'avait même pas lieu, parce que je répète qu'il y avait qu'un seul candidat, donc tu pouvais pas perdre. C'est vrai que le suspense était à son comble, on imagine bien. Mais ils ont pris les billets à l'avance, excusez-nous. Non mais les mecs ont pas le trac, hein. Il a ramé toute sa carrière, mais depuis il est brillant. Franchement, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non mais c'est comme quand Amélie Oudéa-Castéra, elle avait dit la compétence, ça se paie. Tu sais, parce qu'ils avaient dit les grands salaires des dirigeants de Paris 2024, les génies là. Et elle a ouais, mais la compétence, ça se paie. Alors je sais pas de quelle compétence elle parle, peut-être une compétence humoristique. Ça, je demande à l'expert, hein, c'est toi. Peut-être qu'en effet, est-ce qu'un featuring arrive de Rémi Zinzin avec le comité d'organisation 2024? C'est la question. Est-ce que le nouveau One Man Show arrive? Voilà, je ne peux pas en parler, c'est moi l'intervieweur, c'est toi qui réponds, ok? Ah non, mais bon, moi ça m'intéresse là. Moi je pense qu'il y a un match à faire. Hein. Ah mais je rêverais. Franchement, pour ressusciter Michel Larocque et Pierre Palmade à l'époque, ils s'aiment, ils se sont aimés. Je pense qu'Oudéa-Castéra, ce serait extraordinaire. Ou Chevalier Las Palais, c'est selon. Milieu. Ah mais je pense que tu mettras ta combinaison et tu diras que super, la scène était bonne aussi. Ah oui, avec ce cri d'Otari qu'on n'avait jamais entendu depuis Thalassa, c'était extraordinaire. Non mais en fait, on est dans le grotesque, tu vois. Quand Estanguet qui justifie comme ça, quelque part, c'est le grotesque. Ouais. Et tu te dis, en effet, je suis d'accord avec toi, le ruissellement, il est là. C'est qu'en fait, c'est tellement grotesque en haut, parce qu'ils ont tellement de pouvoir et d'impunité, que ça ruisselle sur leur propre personnel, et les fédérations ensuite qui sont affiliées à eux. Et les gens, en fait, sont pareils, se sentent empreints, je sais pas, d'un sentiment de toute puissance, qui peut rien leur arriver. Et c'est pas forcément faux. Et ce qui est fou par rapport à tout ça, c'est que en plus il y a une forme d'oubli collectif, parce que tu le dis, hein, aucun JO de l'ère moderne n'a réussi à gagner de l'argent en gros. Et tu prends l'exemple que j'ignorais, que j'ai découvert dans l'ouvrage de Grenoble en 1968, 80 millions de francs de déficit, augmentation des impôts locaux de 230% en 3 ans. Donc on sait que ça va finir comme ça, et pourtant c'est la fête. Et je crois que Grenoble, les Grenoblois ont mis 26 ans, je crois, à payer, si je dis pas de bêtises. Et puis pour Albertville, on n'en parle pas. Pour Grenoble, pour que les gens se rappellent, tu as le tremplin de saut à ski qui, depuis les années 90, est en friche et à l'abandon. Alors je veux bien que les JO d'hiver, tu auras forcément un déficit parce que tu as moins de ventes de billets, etc., moins de revenus pub, je comprends. Alors après, il y a deux possibilités. C'est soit tu te dis, tu fais des installations comme la type piste de bobsleigh qu'on a à la Plagne. Elle risque de te coûter un peu d'argent en entretien et tout. Mais tu te dis à la rigueur, écoutez, on va, même si ça nous coûte, admettons, 100, 200 000 euros à l'année, on va l'entretenir. Parce que forcément, on a mis cet argent à l'époque pour faire quelque chose. On a quand même une équipe de bobsleigh, etc. T'as des gens qui font ça aussi en France. Il faut respecter les passions et les sports de chacun. Et on va la garder. On va essayer qu'elle nous fasse perdre le moins d'argent possible. Et entre guillemets, tu vas te récupérer sur un truc qui fait plus de bénéfices. Pareil pour le tremplin de saut à ski, etc. Et ensuite, quelque part, tu te dis, pourquoi pas essayer de faire des camps d'entraînement pour différentes sélections internationales, qu'elles viennent en France se préparer. Tu peux trouver une manière parce que tu as les structures et tout. Et je veux dire, c'est pas parce que tu fais du saut à ski, c'est la passion de milliers de gens potentiellement. Et ben parce que ça coûte cher, etc. Je trouve que c'est quand même un peu terrible de se dire, on va pas entretenir. Le problème, le véritable problème, c'est que tu as construit ce tremplin de saut à ski, mais tu l'as laissé à l'abandon. C'est-à-dire que tu n'as pas pensé à son utilisation après. Alors à la fois, c'est la faute du CEO qui demande à des structures parfois qui sont pharaoniques, qu'on appelle des éléphants blancs. Ça se passe dans tous les pays. Hein. Tokyo, par exemple, ils ont fait un dôme de gymnastique de 15 ou 20 000 places qui aujourd'hui sert à rien.
Donc le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, on veut tellement du show, des belles images, et c'est là qu'on voit trop gros. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a que les très grandes, c'est plus que les mégalopoles, là, aujourd'hui. C'est les plus grandes villes du monde seulement qui peuvent organiser ça. Aujourd'hui, les villes moyennes type Barcelone, on remarque qu'elles ne sont même plus candidates. Parce qu'en fait, financièrement, c'est trop. Mais de l'autre côté, tu as cette idée de dire, en France, oui, les jeux paient les jeux. Alors que, rappelle-toi Pierre Moscovici, quand il avait commencé à dire, bon, avoir un déficit quand même à la Cour des comptes. Le lendemain, il se fait reprendre de voler par Oudéa Castéra. Ah non, 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 les jeux paient les jeux. Puis il y a le ruissellement économique. Alors, c'est un mensonge qui est absolu. Et moi, j'en veux énormément aux 10 experts du sujet, parce qu'en France, on a quand même des gens qui sont intelligents, qui ont alerté, mais non, fallait surtout pas. Fallait des gens qui allaient dans ce sens, qui est au final un sens de propagande. J'ai donné l'exemple de quelqu'un qui était à la Fédération française d'échecs, qui s'appelle Mathilde Choisy. Une personne brillante, qui a mis il y a quelques jours, si je ne dis pas de bêtises, en rappelant, parce que là, tu as vu les reportages, ah bah oui, les hôtels sont vides. Mais déjà, faut voir les prix aussi. Faut voir l'augmentation des prix. Je veux dire, au bout d'un moment, je suis gentil, mais les restaurateurs aujourd'hui qui se plaignent alors qu'ils ont fait un x2 sur les prix, ben, vous avez ce que vous méritez en fait. Faut arrêter de prendre les gens pour des pigeons. Et c'est pas moi qui vais pleurer si vous arnaquez les gens en fait, parce que vous arnaquez les gens. Je suis désolé, un Coca peut valoir 10 ou 13 euros à Paris. Faut arrêter de prendre les gens pour les imbéciles maintenant. Faut arrêter. Donc, je souhaite pas la mort des petits commerces. Mais quand tu arnaques les gens, bah, tu veux pas te plaindre que derrière tu te fasses bananer aussi, hein. C'est le jeu. Ouais. Et pour tous ceux qui sont honnêtes, c'est terrible. Alors, on remarque en fait, l'afflux touristique, bah, n'a pas lieu. Et après, tu te dis, et Mathilde, elle l'avait montré, c'est qu'en 2012, à Londres, bah, ça avait fait pareil. Et c'est Boris Johnson qui a dit, non, mais les Londoniens revenaient, parce qu'en fait, il y en a plein qui étaient partis. Parce qu'en fait, il y a eu un dépeuplement et le ruissellement économique, comme tu l'entends, tu l'as pas. Je tiens à signaler que Air France a publié un bilan catastrophique. Ils attendent des pertes de 180 millions d'euros pour les Jeux Olympiques. Parce qu'en fait, il va y avoir moins de flux touristiques. Il va y avoir du flux touristique un peu au niveau national et encore. Alors oui, t'auras du monde quand même. Mais en fait, Paris a normalement du monde. C'est une ville déjà touristique. Donc en fait, lorsque tu es une ville touristique, les JO ne t'apportent pas un surplus. En fait, le JO va t'appeler un surplus si la ville n'est pas touristique de base. Parce que ça va susciter de l'intérêt. Mais les gens ne viennent pas à Paris pour les Jeux Olympiques. Car il y a plein d'autres intérêts pour venir. Donc ça cause de véritables soucis, plus je veux dire, la chienlit absolue de l'organisation qui est une catastrophe également. Et là, par contre, pour les petits commerces, ça soit les kiosques, alors eux, ils ont morflé, et puis on s'en fout complètement. Mais t'inquiète pas, aujourd'hui, il va y avoir un fonds de réindemnisation, j'ai appris. Donc encore une fois, le contribuable va devoir payer pour les erreurs du gouvernement et du comité d'organisation. Et pour terminer là-dessus, je tiens à rappeler que Sochi, bah, ça a été un gouffre financier. Pékin, la Corée du Sud, Tokyo, Londres, le Brésil, les États-Unis. Donc en fait, Paris 2024 nous explique que ce que les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, le Japon n'ont pas réussi à faire, nous on allait le faire, c'est-à-dire payer les jeux. Avec les jeux, c'est exceptionnel. Alors on allait faire la prouesse qui n'a jamais été réalisée dans l'histoire des Jeux Olympiques modernes. Et on le rappelle, il y a eu 2 exemples français, Albertville et Grenoble, qui ont été des gouffres financiers. Et là en fait, là où j'en veux, c'est que beaucoup de gens, tu sais, on valide des dites études indépendantes. Ah oui, mais regardez le ruissellement économique. Déjà, ce que j'adore, c'est que les mecs, ils partent d'un truc dont ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'à moins que ça soit Madame Irma, ils font des prédictions. Oui, mais on va avoir telle rentrée d'argent, etc. et tout. Mais faut arrêter, vous jouez avec un truc que vous ne savez pas. Vous n'êtes pas Madame Irma. Et il fallait simplement interroger les professionnels du milieu du tourisme et de l'hôtellerie qui te disaient, mais là, on est à moins je ne sais pas combien comparé aux autres années. Donc tu vois bien qu'il n'y avait pas de ruissellement économique. Et je rappelle que le ruissellement économique, il va profiter à qui? Il va profiter aux CEO, parce que c'est les seuls vainqueurs ou tout ça, et de très grosses entreprises qui ont gagné les appels d'offres et qui bizarrement sont un peu les copains des copains. Alors il y en a qui vont dire, bah oui, mais regardez, c'est de certaines entreprises françaises. Je suis pas sûr que ça aide les meilleures entreprises françaises, que ça aide des entreprises françaises qui étaient un peu en difficulté et qui ne sont pas capables d'assurer les prestations comme le Coq Sportif, qui livre des équipements en retard, c'est une honte et un scandale, et qui a demandé 2,5 millions d'euros de prêt du comité d'organisation. Bah, tu te rends compte que je suis désolé, j'ai du respect pour les employés du Coq Sportif, tout ce que tu veux, mais on voit bien que c'est pas parce qu'il y a une société française, il y a d'autres sociétés françaises qui visiblement auraient davantage mérité que le Coq Sportif. Ou alors vous faites un changement de direction au Coq Sportif parce qu'être autant incompétent, il y a un problème. Enfin, tu te rends compte que les équipements sont livrés en retard et qu'ils ont demandé un prêt de 2,5 millions au comité d'organisation. Alors qu'en effet, c'est un truc qui est historique et je comprends. Mais là, ça montre que cette entreprise, si elle a autant de difficultés, il y a peut-être des raisons aussi. Faut arrêter le copinage. C'est pas parce que t'as un nom qu'il faut garder le nom. Faut bien travailler. Ce qu'on a oublié. C'est vrai qu'on a ces exemples-là et parfois même jusqu'à l'encore plus absurde, c'était le Canard enchaîné qui avait dit ça il y a 2-3 semaines environ, qui expliquait qu'en cas de changement d'organisation sur la cérémonie d'ouverture, s'il passait au plan B qui aurait été prévu au Trocadéro, semble-t-il,
LVMH avait négocié dans les contrats qu'il soit dédommagé à hauteur de 150 millions d'euros environ par rapport à la cérémonie d'ouverture. Donc on a des contrats ultra cadenassés du côté des gros sponsors, des gros partenaires, et effectivement le ruissellement derrière sur le reste, c'est bubule, quoi. C'est bubule. Et puis il faut pas oublier en plus que le ruissellement, il va pas profiter aux Français, puisque on a complètement retoqué le droit du travail en France pour les Jeux Olympiques. On y viendra, ouais. Donc, si tu veux, ça n'a même pas profité aux 10 travailleurs. Et puis alors on va dire, allez, si, je sais à qui ça a profité. Et quelque part, voilà, ça a profité aux travailleurs qui n'avaient pas de papier. Parce que c'est la seule fois où ils ont pu être régularisés en France. C'est quand même très drôle, hein. Ouais. C'est quand même marrant. Et... Parce que ça, je vois pas, enfin, tu imagines quand même à quel point on est tombé. Parce qu'on critiquait, ouais, les migrants ailleurs, ici et là, qui travaillent, qui sont exploités. Mais on faisait quoi, nous? Pourquoi sur les grands chantiers, on prenait des sans-papiers? Parce que les mecs, ils travaillaient comme des bêtes. Voilà. Donc au final, c'est ce que tu dis. Qui est gagnant des Jeux Olympiques? C'est les gens qui sont tout en haut. Mais... c'est les gens qui sont comité d'organisation, sont les grands patrons et le CIO. Oh. Mais le peuple français ne l'est absolument pas. Au risque de la naïveté, mais je pose quand même la question, quand on met à plat tout ce que tu viens de dire, avec le fait que sur l'ère moderne, aucun Jeux Olympiques n'a payé les Jeux Olympiques. Quand on regarde la situation de la France, où par exemple l'un des partenaires majoritaires aujourd'hui des JO, c'est LVMH, dont on connaît la proximité entre Bernard Arnault et le couple Macron. Rappelons que Brigitte Macron a eu les enfants Arnault quand elle enseignait à Paris, et c'est ainsi qu'elle est devenue proche et qu'elle a présenté le couple Arnault à son mari Emmanuel Macron, et ainsi de suite. Quand on met tout ça à plat, on a quand même tous les ingrédients d'un délit d'initié à ciel ouvert, sur fond d'argent public, en plus. Sur fond d'argent public, et je vais te dire quelque chose qui va mourir de rire. C'est qu'il y a une telle incompétence au comité d'organisation que c'est Macron personnellement qui a dû ramener les gros sponsors parce qu'ils ont été incapables en fait le comité d'organisation. Donc en fait c'est Macron qui a sauvé les Jeux. Et ça m'a été répété par énormément de gens en interne en disant ouais mais en gros si tu veux au comité d'organisation officiellement le patron c'est Tony Estanguet. Sauf qu'il a il a passé plus de temps à s'occuper d'affaires personnelles, divorce, etc. Il y a eu énormément de problèmes liés à des affaires personnelles au comité d'organisation. Je vais pas détailler, les initiés comprendront. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les relations personnelles, je vais dire ça comme ça, ont entravé. Ce qui fait qu'il y a une personne qui a quasiment tout géré, qui s'appelle Monsieur Taubois. Thobois. Il vient du badminton. Personnage qu'on qualifiera d'assez sulfureux. Je ne dis que ça. Et avec une autre personne, notamment pour certains appels d'offres et tout, ils ont eu énormément d'influence. Et en fait, pendant que le chat n'est pas là, les souris dansent. Ce qui fait qu'ils ont tellement dans le cojo entre les rivalités, l'amateurisme et le fait qu'ils vivaient sur une autre planète, parce que tous les frais remboursés, je t'explique même pas les frais qu'il y avait, ça n'a pas tellement bossé. Et donc c'est Macron, en voyant le désastre arriver, qui a passé les coups de téléphone pour les très gros sponsors. Parce qu'en fait, on a sous-licencié, par exemple, prends le marketing. On a sous-licencié, donc t'as plein d'entreprises françaises qui ont des appels d'offres, t'as le slip français, le coq sportif, etc. et tout. Donc je comprends que les produits sont plus chers parce que pour ces entreprises-là ont dû acheter la licence. Je comprends. Mais quand tu vois à quel point c'est horrible ce qu'on propose, il y a plus de 500 produits, que les gens aillent sur le site internet de la boutique, mais ils vont dire c'est pas possible. T'as des pulls de Noël, alors déjà c'est quoi le rapport avec les JO, j'en sais rien. T'as un slip à 52 €, t'as des chaussons à 79 €, alors c'est minimaliste, hein. Et ça marche pas du tout. Le problème c'est que nos génies, ils ont dit, on va avoir tant de rentrées en marketing, parce que tu sais, ils pensent que on allait être bourré de touristes asiatiques, et tu sais, les asiatiques doivent être complètement débiles, ils doivent tout acheter, évidemment. Je tiens d'ailleurs à saluer le stylo qu'on a fait pour les Jeux Olympiques, il coûte 8 €. J'ai vu des stylos horribles dans ma vie, mais tu pourrais faire un spectacle juste sur le stylo, tellement c'est quelque chose. Je sais même pas où est le bout du stylo, en fait, c'est un concept. Mais on a fait aussi des lunchbox, on a fait de tout, on a vraiment de tout, On a des bonnets, on a des casquettes à 40 €, noté FRA, et en dessous, NCE. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas été fichus de mettre France sur la même ligne. Et ça a été validé. Mais comme a dit Amélie Oudéa-Castéra, la compétence, ça se paye. Et le problème, c'est que ça se paye pour le contribuable, parce qu'en fait, des rentrées qui sont espérées, on est tellement en dessous actuellement, que qui va compenser le trou? Oui. Ah, j'ai une idée, Rémi, je crois. Je crois que j'ai une idée. Non, je crois qu'attends, c'est un jeu de piste, et ça se termine par contribuable. Ah merde. Putain. Non, mais c'est grave. C'est sidérant parce que le pire, c'est que tout ça se fait à ciel ouvert et on a encore un système médiatique qui réussit à maintenir plus ou moins le couvercle de la cocotte minute où on dit non, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Les jeux paient les jeux. Ouais, c'est le discours. Mais attends, mais ça a toujours été répété. Alors,
t'as quand même, tu vois, Le Monde a fait des séries régulières en montrant les soucis, t'as Libé qui a fait des fois quelques articles, mais en fait, c'est éparpillé. Et ça prend pas sur, on va dire, un truc de grande ampleur qu'est la télévision nationale, ou qui sont de très grandes chaînes YouTube ou autres, afin de vraiment expliquer aux gens. Parce que c'est triste à dire, mais combien de personnes vont lire Le Monde? Oui, malheureusement. Un article du Monde sur le sport, il n'y en a pas beaucoup, mais Le Monde a fait le boulot, tu vois. Moi, je te le dis, ils ont fait plein de choses où ils ont montré, attends, là, il y a souci. Libération a fait aussi 2-3 trucs, il y en a d'autres, évidemment, qui ont fait ça. Donc, il y a eu. On peut pas dire qu'il y a eu, mais le problème, c'est que ça a été éparpillé. Et qu'il y a personne qui a mené à cling, réunir les éléments. Parce que tu prends même, je crois que c'était complément d'enquête ou cache d'investigation, ils ont fait un truc lié au salaire des gens du comité olympique, du comité d'organisation. Ce qui est vrai, qui est choquant, mais comme a dit Oudéa Castéra, on paye la compétence. D'accord. Les augmentations qui sont absolument scandaleuses, je suis d'accord. Mais c'est trop superficiel et léger. Tu peux pas te contenter que de faire ça. Tu dois aller beaucoup plus loin et montrer à quel point la France s'est mise à genoux devant des gens abominables et de montrer aussi toutes les dérives qu'il y a eu. Moi, je prends souvent cet exemple-là pour vraiment que les gens comprennent l'amateurisme. À la Courneuve, on voulait faire le tir, les épreuves de tir. Bon. Donc, ils ont réaménagé un parc anciennement militaire ou industriel. Ça coûtait 10 ou 15 millions d'euros. Puis à un moment donné, il y a des gens qui ont visité qui ont dit, mais attendez, votre parc, il est trop petit, il peut pas accueillir le public. C'est-à-dire que les mecs avaient oublié que le parc était trop petit. Et donc, en fait, on délocalise à Châteauroux. Donc, mais par contre, on a dépensé l'argent. Là, c'est typiquement l'incompétence. Et la chose la plus incompétente, parce évidemment, on a sous-estimé les budgets, évidemment, c'est pas drôle sinon, c'est le centre aquatique. Stade de France. Alors là, je suis obligé, parce que à la base, il doit faire 15 000 personnes, et il doit accueillir donc water polo, natation synchronisée, plongeon, natation libre, enfin, toutes les épreuves aquatiques. Comme tout le monde le sait, les épreuves phares, c'est la natation libre. Notamment le 100 mètres, le 50 mètres, ce que vous voulez. Qui draine une affluence pas possible. Et donc, World Aquatics, qui est la fédération internationale, t'explique que normalement, il faut une salle de 15 000. Donc là, c'est bon. Donc, on propose ce projet. Ensuite, on te dit oui, mais ça va servir en Seine-Saint-Denis après. Enfin, on pense à tout. OK. Centre aquatique. Puis en fait, ensuite, il y a le véritable coût. En fait, on se rend compte que le budget, il explose de 90 millions. Et qu'en fait, si avec plus 90 millions, on peut pas faire une salle de 15 000, mais de 5 000. Hein? Mais bon, c'est la faute de l'inflation et du Covid, il paraît. Parce que le Covid, il a eu encore bon dos. Tu sais, ce Covid, il est incroyable. Ce Covid, dès qu'il y a un problème, c'est le Covid. Et l'inflation. Alors, je savais pas qu'il y avait une telle inflation, mais bon, soit. Et puis, le problème, c'est que World Aquatics, ils leur ont dit, ouais, mais il faut 15 000. Donc, ça fait que les épreuves de natation phare, elles se font à la Défense. Et donc, on a créé un centre aquatique principalement pour ça, qui va servir, et j'ai du respect, pour le water polo, la natation synchronisée, le plongeon. Et qu'au lieu d'avoir 15 000 places, on en a 5 000 et qui a coûté 90 millions de plus. Alors là, en termes d'incompétence, t'as un niveau qui dépasse l'entendement. Parce que je rappelle que ça, c'est financé par de l'argent public. Ouais, une fois de plus. Et justement, là encore, quand on voit tout ça, en tout cas, j'ai cette impression que à partir du moment où une ville est choisie pour organiser les Jeux Olympiques, il n'y a plus de marche arrière possible. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire, ça, une ville qui se rend compte que en fait, ça va pas tenir et que du coup, on rétrograde et on passe à autre chose? Non, parce que les politiciens, ils veulent tellement être sur la photo que visiblement, ils acceptent tout, quoi. Et tu remarqueras que non seulement toutes ces villes-là, on parle souvent de l'implication des maires. Et ça a toujours été le cas. Hein. Tu prends le maire de Los Angeles, ça implique énormément pour 2028. Bon, Hidalgo, j'ai pas besoin de le dire, mais en fait, t'as aussi une volonté de tous les maires. C'est comme là pour 2030 où on essaie d'avoir les Jeux Olympiques d'hiver 2030 où t'as Muselier qui fait tout avec Wauquiez pour les avoir, quoi. En fait, tu remarques que politiquement, il y a une frénésie dans le monde entier. Alors, pour le coup, c'est vrai qu'au niveau hexagonal, c'est assez impressionnant. Et en fait, ils veulent tous être sur la photo parce que, littéralement, ça sert à quoi les Jeux? À part à glorifier l'ego des dirigeants qui, pendant 2-3 semaines, vont être le centre du monde. En gros, c'est ça. Et essayer de dire, on assoit notre régime, de montrer qu'il a son apogée et tout. Parce que littéralement, ça résume à quoi? Les Jeux Olympiques, attention, hein, c'est magnifique à la base. Le problème, c'est la manière dont ils sont faits. Et tout ce qu'ils cachent. Et pour l'intérêt politique, c'est surtout des intérêts d'ego, d'image, de communication. T'as quand même assez, tu vois, on n'a rien à envier. Au final, la France n'a rien à envier. Parce que quand on dit que Poutine a fait ça pour Sochi, ce qui est une réalité, et qui était, excusez-moi, une aberration de mettre des Jeux Olympiques d'hiver à Sochi, qui est une station balnéaire avec des palmiers. Alors, je veux bien qu'il y a des montagnes à côté, mais enfin, l'argent que ça coûte, c'est comme là, les Jeux Olympiques d'hiver, je crois d'Asie, en Arabie Saoudite. Faut arrêter maintenant de faire rendre les gens. Mais bon, t'as les mecs du CO qui vont te dire qu'ils sont inclusifs, écolos, et que c'est des green games, quand même. Putain, mais c'est exceptionnel, les trucs de communication. C'est comme Hidalgo qui te dit, oh, on a des jeux verts. On est écolo. On est tellement écolo qu'on a pété du corail à Tahiti, mais ce sont des jeux écolos. Ah bah, je savais pas que les deux correspondaient. C'est-à-dire, jeu écolo, si je cassais du corail. Il y a peut-être un petit problème dans le discours quand même. Mais en fait, c'est là où tu te rends compte que c'est une monstruosité. La manière dont les Jeux Olympiques sont faits,
c'est une monstruosité qui émane du CO parce que tu l'as dit. Les villes, quand c'est signé, elles n'ont plus le choix. C'est fini. C'est fini. Tu es tenu par le CIO qui fait ce qu'il veut de toi. Et les politiciens disent oui, c'est ça qui me choque. Et donc là, on parle de l'organisation, l'avant finalement, et le pendant va se produire. Hein. Là, au moment où vous regardez la vidéo, chers spectateurs, la cérémonie d'ouverture peut-être a lieu, a déjà eu lieu ou est en train d'avoir lieu. Et justement, je voulais parler de ça avec toi, cher Romain, parce que page 159, je donne le repère pour ceux qui ont le livre entre les mains. Tu évoques le fait que on a beaucoup parlé de cette cérémonie d'ouverture, on parle beaucoup bien sûr des risques, alors j'espère de tout mon cœur qu'au moment où on parle, tout s'est très bien passé, et que tous les responsables puissent parader dans les médias et dire on vous l'avait dit, je prie tout ce qu'il faut prier pour que ça soit le cas, mais en amont, tu cites par exemple des responsables américains et israéliens qui disent « vous êtes fous », je cite. Ah mais... Donc, il n'y a pas eu que les gna comme disait Anne Hidalgo, il n'y a pas eu que les gna en France. Et les peines à jouir. Et les peines à jouir, absolument. Je connaissais même pas l'expression. Mais écoute, c'est de la folie. Et encore une fois, on espère que tout se passe bien. Mais prendre un tel risque est inconsidéré. Pour que les gens comprennent simplement. Normalement, les cérémonies d'ouverture, elles se font dans un lieu clos. Principalement une enceinte. Là, l'idée, c'était de mettre la scène qui est au cœur du projet de Paris 2024. Et l'idée, c'est de montrer à quel point, en gros, la France est magnifique, l'impression de puissance, de technologie, la beauté historique de la France, mais surtout la beauté historique du régime. Faut toujours mettre ça en lien avec le régime en place. C'est pas simplement la France, on est sur aussi du culte de la personnalité. Vraiment. Et il y a une volonté mégalomane, beaucoup disent mégalo, du pouvoir français de dire, OK, on va la faire en plein air. On va faire un truc qui n'a jamais existé. Je tiens à rappeler que, par exemple, t'as les mecs de Play the Game, qui est un groupe qui fait beaucoup de boulot sur l'olympisme et le sport, qui explique que les cérémonies d'ouverture ont toujours été là pour faire des clips promotionnels, un peu de propagande, au service des régimes. Et donc là, on voit les choses en très grand. On se dit, on va faire 6 km, je crois, c'est ça, hein, ouais. Autour de la scène, avec une jauge de spectateurs qui avait été très mal d'ailleurs estimée, finalement, bon, ils l'ont remis. Et en gros, c'est pour glorifier, et l'idée c'était que ça allait être l'apogée du deuxième mandat d'Emmanuel Macron. En gros, c'était ça. Sauf que rapidement, les mecs, même au niveau en France, ils ont dit, mais vous êtes pas fous? On sécurise comment 6 km? Parce qu'en gros, dans ces événements-là, la priorité, c'est d'abord de sécuriser les officiels et les athlètes. Alors, ça fait bizarre, moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit, mais les gens, ouais, mais d'abord, c'est les athlètes et les officiels, parce qu'entre guillemets, c'est eux qui seraient peut-être en première ligne. Comment tu vas sécuriser 6 km? Avec le nombre d'immeubles qu'il y a et de potentielles fenêtres de tir. Tu vas mettre des policiers dans tous les appartements? Tu peux pas. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, les Américains, les Israéliens et d'autres, ils ont dit, mais t'es fou? Avec les risques qu'il y a. Et le fait que le contexte en France et certaines alertes, on espère que tout se passe bien. Mais pourquoi prendre le risque, en fait? Pourquoi le prendre? Tu peux le faire au Stade de France, au Trocadéro, où tu veux. Enfin, tu peux le faire dans un lieu où tu peux contrôler un minimum. Comment tu vas contrôler 6 km? Pas possible. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as un groupe terroriste ou un individu, si tu veux, le mec il étudie, parce qu'en plus nos intelligents ils ont mis le parcours, hein. Donc on savait exactement où ça allait. Tu loues un appartement qui a une fenêtre de tir. Merci, bonne nuit. Quelques mois avant, il y a plein de manières de le faire. C'est pour ça que ça fait peur. Et tu vois, je veux dire, n'importe quelle personne qui écoute comprendrait que c'est juste du bon sens. Alors il y en a qui vont te dire oui, mais nous ne pouvons pas vivre sous le règne de la terreur. Je suis d'accord. Mais tu peux pas donner non plus le bâton pour te faire battre. Et s'il y a un drame qui se passe, on fait quoi? On pointe la responsabilité de qui? Donc j'espère qu'il ne s'est rien passé. Les services de renseignement travaillent à fond. Tout le monde travaille à fond sur le sujet, mais tu peux pas éviter. Alors on va me dire qu'ailleurs aussi, oui. Mais là, si tu prends l'échelle du risque, elle n'a jamais été aussi grande. Et malgré ça, ils veulent le faire. C'était leur idée. Ouais. Qu'est-ce que je te dis? J'espère qu'il ne se passe rien, mais en tout cas, c'est un risque qui est inconsidéré. Juste une petite anecdote pour montrer qu'en plus, l'organisation sécuritaire est brinque-ballante. Ils se sont rendus compte il y a quelques mois qu'en fait, on pouvait accéder au Stade de France par les égouts. Donc, ils ont scellé les plaques d'égouts il y a seulement quelques mois. Ce qui veut dire que pendant toutes ces années, mais non.
on aurait pu avoir un attentat au Stade de France sans souci. Ouais, Putain. si. Et rappelle-toi que le Stade de France n'avait pas été loin de se rappelle les coups de feu qu'on avait entendus. Donc heureusement, mais tu imagines la faille niveau sécuritaire quand même. C'est une faute grave des services. Et le problème qu'on a, c'est qu'on a aussi un État qui fait de la communication qui se prend pour, je sais pas, une télé-réalité, où dès qu'ils arrêtent quelqu'un, ils communiquent. Ouais. Et en gros, là, moi je te le dis, tout le monde a dit, parce que le CEO a aussi un dossier, un pôle sécurité, et un mec qui m'a dit en interne, tout le monde leur a dit, mais shut up, fermez-la, ferme ta gueule. C'est-à-dire, c'est un service de renseignement, ça doit être discret. C'est pas pour crier sur tous les plateaux, oui, un potentiel attentat, on l'a arrêté, vous avez vu, on est bien, je m'appelle Gérald. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais tais-toi. Au lieu de mettre en danger tout le monde. Les Anglais, ils ont fait quoi pour 2012 ? J'explique dans le livre. Ils vont choper une bombe 3 ou 4 semaines avant, qui arrive par la Tamise. T'as entendu parler ? Non. Voilà. C'est la différence entre un pays qui a compris qu'il fallait se taire sur certaines choses et un autre où t'as l'impression que dès qu'ils font quelque chose, j'ai l'impression que c'est l'enfant de 2 ans qui est allé au pot tout seul. Oh, je me suis allé au pot. Pareil. Oui, voilà, on est au niveau d'un enfant de 2 ans. Avec qui plus est, la possibilité de considérer que tout ne soit pas vrai. Parce que le même Gérald Darmanin nous expliquait que c'était les supporters anglais lors des précédentes failles. Quelle honte, mais quelle honte. On n'est même pas sûr que ce soit vrai d'ailleurs. Plus donc. Mais aujourd'hui, on doit prendre pour argent comptant ce que dit un gouvernement qui a sciemment menti sur ça. En effet, je parle que du sport. Et qui, pareil pour la Seine, nous dit maintenant elle est baignable. Mais vous basez sur quelle étude ? Je sais pas. Tu remarqueras quand même. Hein. Absolument. Et soi-disant, il y a une étude indépendante qu'ils ont fait. Absolument. Que j'expliquais dans le livre il y a 2 mois. Mais alors pourquoi vous la publiez pas ? Ouais. Non mais c'est... Regarde, et rappelle-toi, ils envoient un communiqué à l'AFP un vendredi soir, et c'est les organisateurs qui parlent, etc. L'AFP forcément fait les dépêches. Donc c'est de partout. Après tu fais un petit numéro de communication. Mais je tiens à rappeler quand même que tous les prélèvements sérieux faits par l'ONG Surfrider, je crois qu'elle s'appelle, depuis des années, montraient que c'était impropre. Et maintenant, il faudrait croire les organisateurs, en même temps, ils veulent pas passer pour une buse avec le gouvernement, parce qu'ils ont mis quasiment 1,5 milliard. Hein. Donc, c'était si aussi, fallait que ça se fasse dans la Seine. Mais je trouve ça très, très ironique. Et comme tu dis, c'est pareil pour le ministère de l'Intérieur, qui a sciemment menti pour cette finale de Ligue des Champions, ce qui s'était passé. Et là, qui parle. Au bout d'un moment, le métier de ces gens-là, c'est aussi la discrétion. Et ça, c'est effrayant. Ouais, on le redit, espérons que voilà, effectivement, tout se soit bien déroulé, que Darmanin parade sur toutes les chaînes d'infos jusqu'à Gulli, si ça lui va. Au moins, voilà, on aura évité ça. On peut espérer aussi, quand même, que la présence d'officiels du monde entier soit un gage de sécurité. C'est-à-dire que les Israéliens, par exemple, envoient Benjamin Netanyahou en France. Avec le contexte que l'on connaît, on imagine que tous les services du monde travaillent main dans la main. T'as le service de renseignement israélien, alors qui vient spécialement. Ils ont obtenu l'autorisation pour protéger les athlètes israéliens. Je crois qu'il y a 80 agents israéliens qui viennent comme ça. Ouais. Oui, mais ça n'empêche pas que sécuriser 6 km, ça va être compliqué. Oui, de toute façon... Kilomètres, c'est énorme. Clairement. Regardez le nombre d'immeubles qu'il y a. Donc, mais bon, on va espérer que tout se passe bien. Oui. Mais en tout cas, il y a des alertes du monde entier pour dire attention à ce que vous faites. Et après, tu verras le problème encore, et tant mieux, encore une fois, s'il n'y a rien. Mais ça va être de les voir parader après avoir fait prendre autant de risques inconsidérés à des Français. Et ça, c'est insupportable. Ouais, clairement. Parce que ça, effectivement, on peut s'y attendre, mais au moins, ça voudra dire que tout s'est bien déroulé. Alors, l'avantage pour certains, l'inconvénient pour à peu près tous les autres citoyens, c'est que cette cérémonie d'ouverture a permis de grandes avancées législatives. Tu l'évoques dans un des passages que j'ai préféré dans le bouquin, concernant l'utilisation des drones, des caméras à intelligence artificielle, le travail dominical aussi, on y viendra. Il y a quand même une forme d'aubaine un peu cachée pour le pouvoir en place, c'est que la question sécuritaire a avancé beaucoup de choses, et tu parles, je le rappelle pour nos spectateurs, après tu pourras nous expliquer en détail, tout commence le 23 novembre 2023 avec Elisabeth Borne et ce fameux décret concernant le travail le dimanche, et en plus, assujetti à cela, projet de loi de sécurité adopté en 2023, donc je rappelle sur quoi cela porte: légalisation de la surveillance algorithmique, possibilité de procéder à l'examen de caractéristiques génétiques sans le consentement de la personne, création de nouvelles infractions liées à la pénétration dans les enceintes sportives, ouverture d'enquêtes administratives avant l'affectation de certaines personnes intérimaires et aux personnes souhaitant accéder aux sites olympiques, extension du champ des images captées dans l'espace public visible par les agents de la SNCF, de la RATP, ainsi qu'à d'autres agents des autorités organisatrices.
On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et Darmanin a dit face à tout cela, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ah, bien sûr, oui. Mais en fait, les jeux, ils ont bon dos, parce qu'il faut quand même rappeler que cette mesure a été prolongée jusqu'en mars 2025. Alors peut-être que ce sont les jeux les plus longs de l'histoire. Je ne savais pas qu'ils duraient jusqu'en mars 2025. Que veux-tu? Je rappelle que cette loi a été votée dans la totalité par les Républicains et dans son immense majorité par le Rassemblement national. Il y a eu que une personne du Rassemblement national qui s'est abstenue. Et la gauche l'avait critiqué. Même si on va quand même en mettre une petite à la gauche, parce qu'on rappelle qu'à l'époque, les cadeaux fiscaux, c'est eux qui les ont faits aux grandes fédérations sportives internationales sous Hollande. Mais là, cette loi, elle pose vraiment question parce que déjà, on te parle de vidéosurveillance algorithmique, qui est un terme barbare. Alors beaucoup vont te dire c'est reconnaissance faciale. Le gouvernement a tout fait en sorte, non, c'est pas de la reconnaissance faciale. Alors c'est quoi la différence entre de la reconnaissance faciale et vidéosurveillance algorithmique? Moi je ne savais pas, donc on a interrogé les gens. Amnesty connaissent un petit peu, Amnesty International t'explique qu'en gros, ce sont des caméras dites intelligentes, des drones, ce que tu veux, qui vont en fait surveiller et en fait qui vont réagir selon des types de comportements prémis. C'est-à-dire par exemple, il y a 6 types d'attitudes qui peuvent susciter l'intérêt, une alerte, notamment le fait de marcher à contresens de la foule. Tout le monde marche comme ça, mais d'un coup, il y a quelqu'un qui te dit « Oh Rémi, ça va ?» Et toi, tu te retournes, et tu vas voir ton ami Bertrand. Ting. La caméra voit, Rémi marche en contresens, Rémi est potentiellement dangereux. Donc Rémi peut se prendre une fouille et un contrôle immédiatement. Après, ils te disent que c'est aider avec de l'humain aussi. On peut pas savoir réellement comment ça va se passer. Et ils ont déjà mis ça en œuvre dans certains concerts et tout. Et ils ont prolongé ça jusqu'en mars 2025. Le Rassemblement national voulait que ça soit prolongé jusqu'à la fin de l'année 2024 et le parti présidentiel voulait que ça soit encore plus long. La question, c'est pourquoi le prolonger autant? Et dans le même temps, comme tu l'as dit, le droit du travail, on l'a retoqué. Pareil, il y a aussi d'autres choses pour les heures supplémentaires liées aux Jeux Olympiques. Enfin voilà. Ça a quand même bon dos. Et dans le même temps, on a fait passer des QR codes qui marchent même pas d'ailleurs quand ils sont mis au soleil, ce qui est quand même aussi assez exceptionnel, ça aussi. Non, mais l'incompétence, elle est... Tu sais que même l'application Paris 2024 marche pas très bien? Il y a plein de gens qui se plaignent. Avec autant d'argent, avec autant de cerveau en France, comment on peut être aussi nul? Si tu me dis que t'as un petit pays et que t'as pas beaucoup de force vive, je comprends qu'à un moment donné, c'est compliqué. Oh, il y a 65 millions de personnes et en plus on prend des étrangers. Et on n'est pas fichu d'avoir des experts dans nos domaines. On va me dire... Et là, pour moi, ça montre le gros problème. C'est-à-dire, encore une fois, l'amateurisme, l'incompétence, le copinage, ce que tu veux. Mais voilà, ces lois servent évidemment pas que les intérêts des jeux. Et évidemment, les mecs du CO étaient très contents parce que ce sont des gens dans le totalitarisme, ils sont très forts. Et puis on rappelle aussi que tu as le contrat de ville haute, ça c'est génial, et que par exemple vous avez une interdiction de manifester, de réunions culturelles ou sportives avant, pendant et après les jeux. Sauf si le CIO autorise le gouvernement à le faire. Donc c'est-à-dire que tu as le CIO qui demande au comité d'organisation 2024 de surveiller l'État, de veiller à ce que l'État... Donc c'est-à-dire que l'État est là. En fait, on a inversé la pyramide. Normalement, l'État, il doit être au sommet, mais avec les Jeux Olympiques, il est tout en bas. Et c'est le CIO qui trône en haut. C'est quand même assez incroyable d'accepter aussi ce genre de choses. Je rappelle aussi pour les données personnelles de tous les gens liés, par exemple ceux qui vont acheter un billet, ce machin, toutes vos données personnelles peuvent et vont être transmises au CIO qui pourra l'utiliser avec ses entités. C'est exceptionnel. C'est noté dans le contrat de ville haute, quoi. Donc les données personnelles, le droit de manifester, et même j'ai envie de te dire, s'il y a une manifestation qui n'est pas autorisée par le CIO, ils vont faire quoi? Et on va donner des amendes à la France? Je sais même pas. Mais ça montre que l'État a accepté ce genre de choses quand même. Et attention, les autres États ont fait pareil. Mais à l'époque. C'est un point passionnant parce que pour préparer l'interview, évidemment, j'ai lu le livre, j'ai regardé ce que tu avais dit chez les camarades, notamment Greg Tabibian, qu'on salue. Mais ce point-là, je l'ai trouvé aussi ahurissant que passionnant. C'est qu'on est vraiment dans un enjeu géopolitique où aujourd'hui le CIO est une instance supranationale comme l'OTAN ou l'OMS en fait. Sauf que eux, en plus, il y a une différence quand même notoire. C'est que globalement, ils ont disons le culte de la personnalité déjà du leader. Faut voir Thomas Barr arriver en France avec un truc, les ambassadeurs de la paix. Enfin, c'est exceptionnel, quoi. T'as l'impression que, je sais pas, je pense que Raël, il doit adorer le CEO, tu vois. On est vraiment, tu vois, non, mais vraiment, ça me donne cette impression, quoi. Je sais même pas, tu sais, il y a des images, moi je me rappellerai toute ma vie en Ouzbékistan à l'époque, où tu le vois en train de donner des petits maillots CIO aux Jeux Olympiques à des petites filles en Ouzbékistan et tu le vois en séance de photos, etc. Enfin, c'en est grotesque. Mais tous les grands leaders l'accueillent comme ça. Je rappelle que Vladimir Poutine l'avait décoré aussi. Alors aujourd'hui, ils font la chasse aux Russes après avoir mangé pendant 20 ans pendant la gamelle des Russes, c'est quand même très drôle aussi. Et en fait, le CIO ne répond à aucune loi. En fait, ils répondent à eux-mêmes.
C'est une organisation qui est, oui, comparable à l'OMS, comparable à l'OTAN, comparable à la FIFA aussi, hein. Ils sont souvent au G20. Est-ce qu'aujourd'hui, Thomas Bach n'est pas l'un des hommes les plus influents du monde? Oui, il l'est. Il arrive à mettre à genoux des pays parmi les plus puissants du monde. Et puis le pire, c'est qu'en fait, il va servir de relais et de lobbying pour certains États. Et d'ailleurs, je rappelle également que le CIO a sa propre officine de lobbying à Bruxelles, d'ailleurs. Chose qui est pas très connue, mais ça montre quand même beaucoup de choses aussi. C'est une organisation d'une puissance inimaginable et qui vit en plus dans la discrétion, qui ne rend compte à personne, parce que comme je te dis, tu sais même pas comment tu peux être membre, on te coopte les uns les autres, t'en as, ils sont depuis 30 ans ici. Et puis derrière, tout ce qui concerne le sport, tu te rends compte qu'ils sont dedans. Le tribunal arbitral du sport, qui est la plus grande juridiction sportive internationale, forcément, ils font partie des financiers et des créateurs. L'Agence mondiale antidopage, pareil. Donc en fait, tu remarques que toutes les branches liées au sport, en fait, ont tout un lien avec le CIO. C'est vrai qu'ils ont plein d'autres branches qui peuvent parler en leur nom à un moment donné afin d'agir. Là, je peux te donner un exemple qui est assez exceptionnel. Il y a une menace de certaines officines liées au CIO parce qu'en fait, les Américains veulent ouvrir une grosse enquête liée au dopage et un récent scandale qui s'est passé avec les nageurs chinois. Je fais très simple pour que les gens comprennent. 2021, t'as 23 nageurs chinois qui se font poincer pour dopage. Sauf que, en gros, le CIO et World Aquatics ne disent rien parce qu'ils se contentent de l'enquête du ministre de la Santé publique et de l'agence chinoise antidopage qui te dit qu'en gros, c'était une contamination de la nourriture à l'hôtel. Eux, ils disent OK. Bon. Et en fait, t'as le New York Times et ARD, donc qui est une chaîne allemande, qui ont publié. Donc c'est pour ça que l'idée de dire c'est un complot politique Chine-États-Unis, ça marche pas, parce qu'il y a les Allemands aussi. Qu'en fait, ils ont publié ça il y a quelques mois, et montrant la légèreté avec laquelle avec laquelle l'Agence mondiale antidopage a traité tout ça. Alors immédiatement, les Chinois, ils ont dit oui, c'est le complot, évidemment. Et puis le CIO a dit non, c'est le complot. Donc ils ont fait un rapport indépendant. Tu comprends, ils ont payé quelqu'un. Donc Monsieur Cotier, ancien procureur général vaudois, qui n'a d'ailleurs jamais ouvert une seule enquête contre les fédérations internationales sportives dans le canton de Vaud, mais c'est pas grave. Et donc ils lui ont donné 2 mois, il doit répondre à 2 questions, donc son champ d'action est très limité. Et il termine en disant voilà, en gros, l'Agence mondiale antidopage n'a rien fait de mal, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, en gros, c'est bien, quoi. Alors, je rappelle que ce rapport dit indépendant, il a été commandité par l'Agence mondiale antidopage et financé par l'Agence mondiale antidopage, mais bien sûr, évidemment, il est indépendant, sachant que c'est eux qui dessinaient les questions et le champ d'action de la personne. Donc, beaucoup de relations publiques et tout. Et là, en fait, ce qui est problématique, c'est que les Allemands de ARD, ils ont publié autre chose en disant, mais attendez, les 23 nageurs, là, qui soi-disant étaient dans l'hôtel, en fait, ils n'étaient pas tous à l'hôtel ce soir-là. Alors, comment ils ont fait pour être dopés? Ils ont fait du télédopage? C'est ça? Il y a eu une téléportation de la nourriture? Donc, en fait, tu te rends compte que la version officielle, elle tient pas. Mais ça va à l'Agence mondiale antidopage. Donc, tu te rends compte la légèreté avec laquelle c'est traité. Et donc, au milieu de tout ça, t'as le FBI et tout qui ouvre une enquête. Et t'as des officines liées, on va dire, au CIO qui ont menacé les Américains en disant que ce qu'ils sont en train de faire montre, en gros, ça ne va pas et qu'on pourrait remettre en question certaines choses à l'avenir. Genre, vous voulez d'autres organisations? En gros, on va pas vous les donner si vous aurez l'enquête. Donc, ils ont carrément menacé. Tu imagines, ils ont pas froid aux yeux, les mecs, hein. Que là, ils ont pas menacé, tu vois, ils ont pas menacé Djibouti ou le Timor oriental. Non, non. Tellement ils ne veulent pas répondre à des juridictions, ils ont dit, ok, c'est comme ça? Ok, ça va remettre en cause certaines relations et certaines attributions. Alors, c'est pas le CIO qui l'a dit directement, c'est des organes, on va dire, affiliés plus ou moins à eux. En fait, ils se servent, parce qu'ils n'ont pas le courage, donc ils envoient des soldats, on va dire, au feu. Et là, tu te rends compte qu'en fait, ils s'affranchissent de toutes les lois, qu'ils ne veulent pas. Je te donne l'exemple dans le livre aussi, c'était pour les Jeux Olympiques de Sydney, c'est exceptionnel. Où donc, les Australiens refusent l'entrée à Gafour Hakimov, qui est un homme d'affaires ouzbek, on va dire, assez folklorique, qui est aujourd'hui sous sanction américaine pour une appartenance supposée à un trafic de drogue international à l'héroïne, et dont la France avait refusé l'accès à la fin des années 90 à son territoire, parce qu'ils estimaient qu'il mettait en danger la sécurité nationale. Et les rapports des services secrets montraient qu'en fait, il avait une appartenance supposée à des affaires de meurtre, blanchiment et drogue. Bon. Donc les Australiens refusent l'entrée à ce type-là, qui était dans la famille olympique de boxe, en disant qu'il y a un danger pour la sécurité nationale. Le patron à l'époque du CO, qui est un Espagnol, ça m'arrange, un franquiste d'ailleurs, convaincu, sauf que ça, il aimait pas qu'on lui rappelle son passé, il écrit aux autorités australiennes en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous nous avez promis, etc. Pourquoi vous nous faites ça ?» Pareil pour Dick Pound. Dick Pound, c'est le premier patron de l'Agence mondiale antidopage, qui est un monstre de l'olympisme, qui avait dit « Mais ils se prennent pour qui ?» Les Américains, ils avaient dû accepter la délégation libyenne en entier. C'est comme ça. Hein. Vous voulez les jeux? C'est nos règles. Et les Australiens ont dit « Oui, mais ils représentent un danger pour la sécurité de notre pays, on estime. » Mais c'est eux, ils n'en ont rien à cirer. Et au même moment, ils avaient écrit au président de l'Indonésie et au procureur général indonésien en demandant la liberté conditionnelle d'un de leurs membres qui avait été emprisonné là-bas pour les Jeux Olympiques de Sydney. Et ce à quoi le procureur général indonésien avait dit, ils ont quand même une drôle de vision de l'éthique. Hein.
Donc tu imagines, ils en sont là à dire ouais, libérez-nous de tel gars, que vous avez emprisonné, d'ailleurs a été condamné à plusieurs années de prison ensuite pour détournement, et un type qui présente un danger pour la sécurité nationale d'un pays, et vous les forcez l'entrée pour dire non mais il doit rentrer, vous vous prenez pour qui? Donc avec ça, tu comprends qu'on est au-delà de l'organisation supranationale. Enfin, honnêtement, c'est même dur à voir. Je ne sais pas s'il y a une organisation dans le monde entier qui a autant de pouvoir. Je ne sais pas. Mais c'est pour ça que en écoutant ce que tu dis, en lisant ce que tu écris, encore hier, j'écoutais ta dernière vidéo sur le dopage, donc sortie le 22 juillet au moment où on parle, y a un côté un peu de l'autre côté du miroir, quoi, comme chez Alice au Pays des Merveilles, quand tu révèles tout ça. Alors, je pêche par naïveté, parce que par passion sportive, et je pense comme des millions de gens à travers la planète, mais aujourd'hui, on a l'impression que, écoutant tout ça, voyant la puissance, effectivement, du CIO, des questions pas forcément annexes, des questions très importantes, mais qui sont liées à ce sujet-là, en fait, c'est de la poudre aux yeux. Je pense à la question du dopage, qui était au centre de ta vidéo d'hier. On se rend bien compte que c'est pour occuper les gagas, quoi, mais en fait, ils s'en foutent. C'est pour faire croire qu'on fait quelque chose, mais dès que tu touches au cœur du système, que ça soit match truqué, abus sur mineur ou dopage, c'est toujours la même chose. Je te prends un exemple simple. Bon, la pédocriminalité, j'ai beaucoup travaillé dessus, dans mon sport. Bruce Mouapé, qui est le coach de l'équipe nationale de foot zambienne, d'accord? On a publié depuis 2 ans que le type, voilà, j'ai pas besoin de t'expliquer ce qu'il fait. À la Coupe du Monde féminine, alors il n'y a pas eu de problème, la FIFA l'a laissé, ils disent qu'ils ont ouvert une enquête, je connais les enquêtes ouvertes par la FIFA. Hein. En gros, ils ouvrent des dossiers et ils attendent que, tu sais, les filles de Zambie aillent sur le site internet de la FIFA, trouvent comment contacter la commission d'éthique et envoient un mail. Mais c'est un truc qui est impossible, même moi j'aurais du mal à te dire où il faut aller. Et ils attendent que, non mais tu vois, et donc ils vont regarder, on peut pas savoir, hein, donc c'est ça leurs enquêtes, ou ils demandent à la fédération. Ils violent les gamines, la personne que vous avez employée? Oh non, c'est quelqu'un de bien. Ah d'accord, on n'a pas trouvé. Hein. Mais en fait, tu fais croire, tu ouvres une enquête pour faire croire que tu fais quelque chose. C'est toujours l'idée de l'image. Et donc, il y a eu des problèmes à la Coupe du Monde féminine. Il y a aussi des alertes parce qu'ils commencent à toucher les seins de joueuses. Il y a même quelqu'un contracté par la FIFA qui s'est plaint de ça. C'est-à-dire que la personne contractée par la FIFA, il a essayé de... Voilà. Donc le mec est toujours en poste, pas de problème. Arrive les Jeux Olympiques, la Zambie est qualifiée. Donc là, ça arrive sur le CIO. Bon. Et si tu veux, avec Ed Arons du Guardian, on a fait les enquêtes. Donc, il fait un autre papier. Et il me dit, tu sais ce que le CO m'a répondu? Ah, voyez avec la FIFA, c'est pas nous. Et la FIFA dit, voyez avec le CO, c'est pas nous. Putain. Puis après, ils arrivent avec une autre réponse. Ils disent, mais attention, il n'aura pas le droit d'avoir des meetings privés avec les joueuses. D'accord. Donc, vous avez un type qui est accusé de viol, notamment sur mineurs, et de chantage sexuel depuis des années. Vous avez des plaintes en veux-tu, en voilà. Mais ça va, vous êtes pas mal, vous le dites qu'il a pas le droit de faire des meetings près avec les joueuses. Donc vous allez lui mettre quelqu'un derrière, c'est ça? Déjà, tu peux même pas le faire. Mais t'imagines l'autre cudence et dire c'est pas nous. Donc tu te rends compte que, après, quand ils te disent on n'a rien à cirer, on peut parler de l'exemple aussi de ce beach volleyeur néerlandais qui a reconnu des faits de pédophilie sur une gamine de 12 ans en Angleterre qui l'a traqué, qui, selon le comité olympique néerlandais, présente toutes les, comment ils ont dit, toutes les conditions pour être sélectionné. Donc il va faire les jeux. Donc ce pédophile qui a abusé d'une petite fille de 12 ans est au jeu. Et le comité olympique néerlandais a dit, hein, il coche toutes les conditions. Il voit pas le problème. En fait, ce qui est drôle, c'est que derrière, ils vont te parler de valeurs olympiques. Et ils vont laisser des pédophiles venir. C'est joli. Ouais. Donc tu vois, le dopage, la pédophilie, match truqué. Je donne des exemples dans le livre aussi des combats truqués de boxe à l'époque, c'est exceptionnel. Avec le juge marocain il avait dit quoi? Il avait dit ouais, j'ai voté pour lui parce que je voulais pas qu'il ait 0 vote. Oh, il m'a fait de la peine. Non mais comment ça peut passer? Comment ça peut passer? Ah ça va. Parce qu'en fait derrière c'est une énorme machine médiatique. Mais c'est pas forcément les journalistes, c'est qu'en fait tu as des entreprises aujourd'hui qui fleurissent de relations publiques, de communication et d'intelligence économique qui vont aller influencer et qui vont aller faire du contenu pour taper sur la masse afin de continuer cette propagande, parce qu'on peut pas dire autre chose. C'est de la propagande. Et en plus, on en fait des séries à succès. C'est au centre de la série La Fièvre de Canal+, là, qui est sortie récemment, dont tout le monde a parlé, c'est vraiment ça, quoi. L'influence dans la communication liée au sport, on est absolument là-dedans. Mais ce qui est terrible, alors, pour rebondir sur la vidéo que tu as faite sur le dopage, on sort des Jeux Olympiques, mais pas tant que ça, en vérité. Qu'est-ce que tu penses aussi est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une forme d'accélération technologique dans le dopage? L'équipe avait fait un papier il y a environ un peu moins d'1 an sur la question de l'ARN messager
potentiellement utilisé dans un contexte de dopage. Je fais écho, bien sûr, à la dernière victoire de Tadej Pogacar au Tour de France. Sans être un expert du cyclisme, on a quand même... En tout cas, les écarts sont surprenants. Voilà, sans faire de grande analyse en disant il est forcément chargé, c'est Armstrong. On a du jamais vu sur les 20 dernières années. Et donc, cette histoire d'ARN messager dans le dopage, est-ce que toi, tu as eu des vents, des échos autour de ce genre de possibilités de dopage, ou est-ce que ça reste encore une rumeur? Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de moyens qui sont attribués à l'amélioration de la performance, comme on dit. Parce que tu sais, il faut toujours retrouver les termes. Sur ce thème-là dont tu m'as parlé, non. Par contre, tous les gens me disent que la pharmacie a une grosse longueur d'avance. Ce qui est normal. Pour une raison simple, c'est que aujourd'hui, il y a toujours des nouvelles méthodes. Tu remarqueras qu'on va interdire des produits a posteriori, en fait, qui étaient utilisés, puis à un moment donné, ils vont être interdits parce qu'on va se rendre compte de certaines choses. On va dire ceux qui luttent contre le dopage, ils doivent lutter contre des choses qu'ils ne connaissent pas forcément, parce que des fois, il y a des nouveautés. Donc en fait, c'est le temps qui... Regarde, le tricheur a toujours un temps d'avance, parce que lui, il sait comment il va faire. Et le gang de la pharmacie, on va l'appeler ça comme ça. Toi qui essayes de lutter contre ça, tu sais pas forcément. Et t'as pas forcément les moyens non plus. Donc c'est normal que tu mettes quelques années potentiellement à te rendre compte de certaines choses, de choses qui aujourd'hui sont indétectables. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui trichent, ils savent ce qui est détectable. Donc tu vas chercher quelque chose qui ne l'est pas. C'est comme les matchs truqués avec les algorithmes. Tu vois, à un moment donné, ça fait telle alerte. Donc ok, on va changer pour les algorithmes sur les paris des sites, tu vois. En fait, c'est le tricheur et le gang a toujours une longueur d'avance parce qu'il sait aujourd'hui ce qui est considéré comme dopant ou qui est considéré comme un match truqué, comme une alerte. Et donc, tu mets du temps. Donc, en effet, là, par contre, la seule différence, c'est qu'on voit de plus en plus de sports, parce que je ne veux pas parler que du cyclisme, hein, c'est trop facile. Bien sûr. Il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, il y a un gros temps d'avance. Parce que je sais. Parce qu'il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en œuvre. Alors après, est-ce que c'est légal ou pas? J'en sais rien. J'ai pas les compétences. Par contre, ce qui est certain, c'est que pour l'amélioration de la performance, on déploie des moyens aujourd'hui qui sont inédits. Et je tiens à rappeler qu'il y a quand même un laxisme de tous les pays du monde. On peut voir les Anglais récemment, parce que leur championne de taekwondo, elle a manqué des contrôles, mais ça va, elle a le droit, ça va. Aux États-Unis, il y a eu un problème un peu similaire. Là, en France, tu as une gymnaste de réserve qui vient de se faire choper par l'Agence française de lutte contre le dopage. Mais bon, globalement, on a quand même bien démembré la FLD depuis quelques années, parce qu'à un moment donné, elle faisait peut-être un peu trop de bon boulot. Et si tu veux, le but de ces gens-là, c'est de dire, il n'y a jamais autant de contrôle et aussi peu de positifs. Non, bon. C'est quand même assez particulier, quoi. Oui, en termes de méthode de détection, effectivement, oui, c'est sûr que c'est particulier. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique? Aussi, le problème, c'est que selon les juridictions des différents pays, ça change. Il y en a qui vont te dire, ouais, mais on est plus sévère que d'autres. Enfin, il n'y a pas une uniformité, malheureusement, internationale vis-à-vis de la lutte contre le dopage. Puis là encore, on peut estimer que la géopolitique entre en ligne de compte. Alors, je reprends l'exemple du cyclisme, mais comme tu l'as rappelé à juste titre, il y a bien d'autres sports qui sont concernés. Le cyclisme, un peu l'équivalent de la FIFA, qui va servir de couvre-feu par rapport au scandale où on tape tout le temps sur le cyclisme, mais il y en a plein d'autres. Mais Pogacar évolue dans l'équipe UAE Team Emirates. Donc on a aussi derrière un État qui est derrière. Donc, le problème, il est là. C'est au moment où tu laisses des États récupérer des clubs sportifs et des équipes sportives qui importent les sports, il ne faut pas s'étonner de certaines choses. Mais de la même manière, on a laissé des fonds américains vautours récupérer d'autres choses. On voit que dans le cyclisme, je crois que tu as le Bahreïn aussi qui est dedans. Ouais. Israël aussi, si je dis pas de bêtises. Israël, le Kazakhstan également. Ouais. Est-ce que tu peux être étonné après? Parce qu'il y en a qui vont te dire c'est pour montrer la supériorité. On en revient à ce qu'on parle d'ego, de légitimité d'un régime sur un autre. C'est vieux comme le monde. Ce qui s'est passé à Berlin à l'époque est toujours autant d'actualité aujourd'hui. Clairement, ce rappel historique, cher Romain. Nous sommes ensemble depuis près d'une heure déjà. Un immense merci. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur Juste Milieu. Et voilà, est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour conclure sur ce qui t'attend? Voilà, les nouvelles aventures, tes nouveaux projets. Est-ce que tu as prévu de dormir aussi, parce que tu es tellement sur tous les fronts je fais toujours attention de dormir parce que je fais beaucoup de sport, moi. Le basket, etc. Non, écoute, là déjà, j'espère que les gens auront la curiosité de lire ça, parce que je pense qu'ils passeront un bon moment même dans la lecture. Il y a des choses, voilà. Comme tu dis, c'est un peu un polar. J'ai essayé, on a fait même une collection avec Exuvie de mes 3 derniers ouvrages que je te montre sur l'industrie du foot. Donc voilà, à petit prix, il y a un coffret à ce niveau-là, ces livres prennent une dizaine d'euros. Écoute, déjà la suite des dossiers pédocriminels dans les fédérations sportives internationales, là, va falloir que au moment où je te parle, là, peut-être que quand ce sera publié, j'aurai sans doute publié sur le volley au Cameroun, c'est sorti les abus sur mineurs. Alors j'avais été contacté il y a un moment, mais là on va rajouter d'autres éléments et tout, on va encore plus l'internationaliser pour que ça bouge, parce que malheureusement ça ne bouge pas. Là j'ai des dossiers d'athlètes qui sont complètement réduits presque à l'état d'esclaves modernes.
notamment au Tchad, au comité olympique tchadien. C'est une honte, un scandale. Donc voilà, le problème c'est que si tu internationalises pas ça et que tu t'as pas un peu de diffusion, alors que c'est dur, hein, personne n'en veut en plus. Il va falloir que je passe par Sport News Africa, tu vois, ou par mes propres moyens pour se rendre compte aujourd'hui de la difficulté de publier dans le sport des enquêtes, notamment sur des pays, on va dire, moins connus et des sujets moins connus, c'est-à-dire pas le football. Tu dois limite, je peux le faire sur mes propres réseaux, quoi. Donc les médias veulent même pas. Donc c'est pas toujours évident, mais on continue et puis on va suivre les dossiers des sports français, hein, l'escrime. Ça fait 16 mois qu'on attend le rendu de l'inspection générale. Je crois que c'est l'inspection la plus longue du monde, hein, pour l'escrime. C'est vrai que les 15 employés de la fédération d'escrime, on imagine qu'il faut au moins 16 mois, mais il faut rien dire avant les Jeux. Il y a juste un trou d'1 million. Bon, ça va. Je tiens d'ailleurs à rappeler que l'année prochaine, le sport français va faire faillite. J'annonce maintenant parce qu'il est dopé par l'ANS, l'Agence nationale du sport, donc par le contribuable français, qui a servi à donner de plus en plus d'argent aux fédérations. Et bizarrement, les fédérations ne prennent plus de déficit. Alors, enfin, m'expliquer où passe l'argent. Parce que les athlètes sont toujours autant en galère. Ça, c'est aussi la leçon. Donc, beaucoup de choses, comme tu peux le voir. Je suis aussi sur une enquête de trafic humain. On va voir si j'arrive au bout dans le milieu sportif. Et puis, je vais terminer avec cette maxime. Je tiens à rappeler, petite anecdote, c'est que les pays vont rétribuer leurs athlètes sur les médailles, etc. Mais le CIO, qui est le grand gagnant de tout ça, va redistribuer 0 € aux athlètes. Et pendant ce temps, le directeur de la communication institutionnelle, monsieur Christian Klau, va gagner cette année plus de 540 000 $. Donc, c'est un peu la moralité de l'histoire. C'est 540 000 $ par an pour le directeur de la communication institutionnelle, surnommé Monsieur Propaganda, et pour les athlètes qui vont concourir et participer des fois à tout leur risque, hein, parce qu'ils doivent signer une charte en plus, et dédouanant le CO de tout. S'ils se blessent, s'ils tombent malades, s'il se passe quoi que ce soit, ils doivent signer, et sinon ils ne participent pas en disant non. En gros, c'est notre responsabilité. Et ils toucheront évidemment pour leurs grands efforts 0 € de la part du CIO. Je pense qu'avec ça, on a résumé l'escroquerie des Jeux Olympiques, non pas de la compétition en elle-même, quelque chose de très beau sur le papier, mais malheureusement de tout ce qu'elle cache et de son organisation putride. On ne pouvait pas rêver, meilleur mot de la fin, clairement. Un grand merci, cher Romain. Alors, on le redit, c'est le livre noir des Jeux Olympiques. Lien en description pour retrouver tous tes ouvrages chez Exuvie Édition. Et puis, tu sais que t'es le bienvenu sur Juste Milieu, hein, évidemment, dès que tu veux, dès que tu peux. Voilà. Ça me touche. Merci beaucoup, Rémi. Avec grand plaisir. Merci à vous, chers spectateurs. Bon JO, hein, maintenant, démerdez-vous avec ça. Surtout, si vous voulez en savoir plus, on le redit, le livre noir des Jeux Olympiques. Prenez soin de vous et à très bientôt.